Dans ce chapitre, nous allons parler de fractions rationnelles. Les fractions rationnelles sont aux polynômes ce que les nombres rationnels sont aux nombres entiers. Lorsque nous connaissons l'ensemble grand N des entiers naturels, il se trouve que ça n'est pas un groupe pour la loi plus. C'est pourquoi ont été inventés les entiers relatifs, donc les entiers négatifs. Nous obtenons ainsi Z, qui est bien un groupe pour la loi plus. Il se trouve que c'est même un anneau avec la loi multipliée. Mais ça n'est pas un corps. Seuls 1 et moins 1 ont des inverses pour la multiplication. Donc à nouveau, ont été inventés les nombres rationnels pour que tous les entiers relatifs aient des inverses pour la loi multipliée. Nous allons faire exactement la même chose pour passer de l'anneau des polynômes au corps des fractions rationnelles. La construction précise de ce nouveau corps n'est pas au programme. Cela dit, je pense que vous n'avez jamais construit très précisément non plus le corps des nombres rationnels, et pourtant vous les manipulez sans aucun problème. Ce sera donc la même chose ici avec les fractions rationnelles, même si je dirai tout de même un petit mot sur leur construction. Voici donc comment est défini ce nouveau corps. Nous en acceptons l'existence. Donc nous acceptons qu'il existe un ensemble qui sera noté K parenthèse X, et non plus K crochet X, mais K parenthèse X, et qui va vérifier les 3 points suivants. Premier point, à chaque fois que nous prenons un couple de polynômes A et B tel que B n'est pas nul, nous allons créer un nouvel élément qui sera noté A sur B, et qui sera appelé une fraction rationnelle. Deuxième point, c'est la réciproque. À chaque fois que nous prenons un élément grand R de K parenthèse X, que nous appellerons donc une fraction rationnelle, eh bien à chaque fois il existera au moins un couple AB de polynômes, tel que B n'est pas nul, et tel que la fraction R est égale au quotient A sur B. Alors le couple AB, écrit sous la forme A sur B, sera appelé un représentant de la fraction grand R. Troisième point, une fraction rationnelle peut avoir plusieurs représentants. Il est possible qu'un élément grand R de K parenthèse X puisse s'écrire sous la forme de plusieurs quotients. Il nous faut alors une manière d'identifier ces quotients pour repérer qu'ils représentent la même fraction rationnelle. Donc si nous avons 4 polynômes ABCD avec B non nul et D non nul, on dira, comme c'est le cas pour des nombres rationnels d'ailleurs, que le quotient A sur B est égal au quotient C sur D, si et seulement si AD égale BC, ce que nous appelons en général le produit en croix. Ce nouvel ensemble, K parenthèse X, est appelé l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient dans K. Plus précisément, pour revenir sur cette construction, nous pouvons donner quelques mots qui sont hors programme, mais tout à fait compréhensibles puisqu'ils ne vont utiliser que des résultats du programme. Pour construire l'ensemble des fractions rationnelles, nous allons introduire un ensemble qui ici sera l'ensemble K crochet X croix K crochet X privé de 0, donc qui reflète le fait qu'une fraction rationnelle va s'écrire A sur B avec A et B deux polynômes mais B non nul, et nous allons, sur cet ensemble E, construire une relation d'équivalence. Si nous prenons deux couples de E, donc si AB, le couple AB et le couple CD sont deux couples de E, nous allons dire que le couple AB est en relation avec le couple CD, si et seulement si, comme pour tout à l'heure avec le produit en croix, même condition, si et seulement si AD est égal à BC. Le point important dans cette construction, c'est que la relation R est une relation d'équivalence. Je ne le démontre pas, la démonstration est très simple. Les 3 points réflexivité, symétrie et transitivité ne posent absolument pas de difficulté pour être démontrés. Alors après, en toute rigueur, quel est notre ensemble K parenthèse X ? C'est l'ensemble E quotienté par la relation R. Ça veut dire qu'en fait, une fraction rationnelle, que nous écrivons sous la forme A sur B, c'est une classe d'équivalence. Ici, c'est la classe d'équivalence du couple AB. Donc c'est un ensemble, mais nous ne le verrons pas comme un ensemble, nous l'écrirons sous la forme d'une fraction, mais cela signifie que c'est l'ensemble de tous les couples CD dans E, tel que le couple CD est en relation avec le couple AB. Alors ça c'est la définition théorique, mais comme je le disais, nous ne verrons plus A sur B comme un ensemble, nous le verrons comme un représentant d'une classe d'équivalence avec lequel nous pouvons faire des calculs et des opérations. Je referme ici cette parenthèse hors programme et je reprends la progression du cours.
La première remarque à faire, c'est que même si j'ai dit que toute fraction rationnelle admettait au moins un représentant et pouvait en admettre plusieurs, en fait, elle en admet toujours une infinité. Car en effet, quel que soit le polynôme C que nous prenions, toute fraction rationnelle A sur B est encore égale à la fraction AC sur BC. Puisqu'en effet, avec le produit en croix, A fois BC est égal à B fois AC. Bien sûr, cette remarque amène la question suivante. Est-ce que, comme pour les nombres rationnels, il existe des fractions dites irréductibles? Eh bien oui, si nous prenons grand R une fraction rationnelle, on appellera forme irréductible de grand R toute écriture de grand R sous la forme d'un quotient A sur B, où A et B sont deux polynômes premiers d'entre eux. Une telle représentation irréductible existe toujours, puisque si nous écrivons que R est égal à grand A sur grand B, nous pouvons écrire que grand A est égal à PGCD de A et B fois un certain polynôme A chapeau, et de même nous pouvons écrire que grand B s'écrit comme le PGCD de A et de B fois un polynôme B chapeau. Et nous savons que dans ce cas-là, les polynômes A chapeau et B chapeau sont premiers entre eux. Et il se trouve bien sûr que, en simplifiant par PGCD de A et de B au numérateur et au dénominateur de l'écriture A sur B, eh bien, R est égal à A chapeau sur B chapeau, qui est bien une forme irréductible. Est-ce qu'il y a unicité de cette forme irréductible? Eh bien non, puisque si je continue, grand R est égal à A chapeau sur B chapeau, mais elle est aussi égale à 2 fois A chapeau sur 2 B chapeau, ou encore 3 A chapeau sur 3 B chapeau, etc. Donc vous voyez qu'il y a finalement une infinité de formes irréductibles. Par contre, il est assez simple de se persuader qu'il existe une unique écriture irréductible de la forme A sur B, avec A et B premiers d'entre eux, et B unitaire. Et nous nous retrouvons ici exactement dans la même situation qu'avec des nombres rationnels. Chaque nombre rationnel a au moins une écriture irréductible, il en a en fait une infinité, mais si le dénominateur est fixé positif, strictement, eh bien il existe une unique écriture irréductible, avec un dénominateur strictement positif. Donc le cheminement ici est le même qu'avec des nombres rationnels. Maintenant que nous avons défini l'ensemble K parenthèse X, eh bien comme toujours, pour faire de l'algèbre, il va falloir définir des opérations sur les fractions rationnelles. Nous allons en définir 3, une addition, une multiplication interne et une multiplication externe. Commençons par l'addition. Pour définir une addition, normalement ce que nous faisons, c'est que nous définissons une fonction qui part de K parenthèse X croix K parenthèse X, à valeur dans K parenthèse X, et qui a deux fractions rationnelles R1 et R2, va associer un objet que nous allons exprimer en fonction de R1 et R2. Mais ici, comment définir cet objet? Nous ne le pouvons pas vraiment. En tout cas, nous ne le pouvons pas tant que nous n'avons pas choisi un représentant pour R1 et un représentant pour R2. Donc si R1 s'écrit A sur B et R2 s'écrit C sur D, eh bien nous allons poser R1 plus R2 égale, exactement à nouveau comme avec des nombres rationnels, égale à AD plus BC sur BD. Mais cette définition pose un problème. Si pour R1, je choisis une autre écriture, par exemple, R1 est égal à A1 sur B1, et si pour R2, je choisis un autre représentant, C1 sur D1, a-t-on encore AD plus BC sur BD égale à A1 D1 plus B1 D1, B1 C1, pardon, sur B1 D1. Si oui, alors nous dirons que notre définition est tout à fait licite, elle ne pose pas de problème dans le sens où nous avons défini une fraction rationnelle qui est égale à la somme de R1 plus R2. Nous pouvons calculer cette somme en passant par des représentants de R1 et de R2, mais le choix des représentants n'a aucune influence sur le résultat. Par contre, si la réponse est non, eh bien cette fois-ci, il y a un vrai problème puisque le résultat dépend du choix des représentants, et cela nous n'en voulons pas. Donc il va falloir vérifier que, en effet, nous avons bien ici ce résultat. Pour cela, nous allons revenir à la définition. Deux fractions rationnelles sont égales si et seulement si, en effectuant le produit en croix,
nous obtenons une égalité entre deux polynômes. Donc ici, j'effectue ce produit en croix, et je vais raisonner par équivalence. Donc je développe les deux produits de part et d'autre du signe égal. J'obtiens ici une égalité entre deux polynômes, qui chacun sont écrits comme une somme d'un produit de 4 polynômes. Maintenant, si je prends le tout premier terme, ici, qui est à gauche, j'observe que dans ce terme, j'ai A fois B1. Or, nous savons que nous avons pris deux représentants de R1, qui sont A sur B et A1 sur B1. Donc A sur B est égal à A1 sur B1, ce qui signifie que AB1 est égal à A1 fois B. Donc les deux termes que j'ai entourés en orange, je vais pouvoir les remplacer par A1 et B, par égalité, d'après l'égalité qui est écrite ici en orange. Et de même ici, nous avons C et D1. Et nous avons C sur D égale à C1 sur D1. Donc de même, C fois D1 est égal à C1 fois D, et je vais pouvoir remplacer les deux termes entourés en bleu. Donc, grâce à ces deux points, nous pouvons bien obtenir les résultats suivants. A fois D fois B1 fois D1 est égal à A1 fois D fois B fois D1. Et pour le deuxième terme, B fois C fois B1 fois D1 est égal à B fois C1 fois B1 fois D. Donc si j'appelle étoile l'égalité ici que j'obtiens à la fin de mon équivalence, eh bien je peux affirmer que étoile est bien vérifiée. Quelle est la conséquence de cela? Eh bien cela signifie que mon opération d'addition ne dépend pas des représentants choisis pour R1 et R2. Donc elle est bien définie. Donc grâce à ceci, nous avons le droit de définir notre addition de la manière suivante. Nous l'écrivons bien comme une fonction de k parenthèse x croix k parenthèse x dans k parenthèse x. Et ici, nous allons directement écrire que un élément de k parenthèse x, eh bien, il s'écrit sous la forme a sur b. Et un second élément de k parenthèse x s'écrit sous la forme c sur d. Normalement, cela peut paraître un peu abusif car nous devrions écrire R1 et R2, ou en tout cas donner deux lettres pour ces deux éléments, mais nous les écrivons directement suivant leurs représentants, puisque ces représentants ne vont pas avoir, le choix de ces représentants ne va pas avoir d'influence sur le résultat. Donc ici, nous avons bien défini une addition. Nous pouvons ensuite, de la même manière, définir deux opérations supplémentaires. Tout d'abord, un produit interne, qui va nécessiter les mêmes vérifications que pour la somme. Donc déjà, nous pouvons bien dire que si B et D sont des polynômes non nuls, eh bien leur produit n'est pas nul. Donc ici, le produit A fois C divisé par le produit B fois D est bien défini et c'est une fraction rationnelle. Et puis ensuite, il faudrait aussi vérifier que si A sur B est égal à A1 sur B1 et C sur D est égal à C1 sur D1, alors nous avons aussi AC sur BD égale à A1 C1 sur B1 D1. Donc je ne le vérifie pas, la vérification est d'ailleurs encore plus facile que pour la somme, mais il faut le faire pour que cette opération de multiplication interne soit bien définie. Et puis il y a enfin une multiplication externe, c'est-à-dire le produit entre une fraction rationnelle et un élément qui est en dehors des fractions rationnelles. Donc ici avec un scalaire. Donc tout simplement, quand nous avons un scalaire lambda et une fraction a sur b, nous lui associons lambda point a sur b qui est rien d'autre que la fraction lambda grand A sur grand B. Là encore, je ne l'écris pas, mais si A1 sur B1 est un second représentant de la fraction a sur b, eh bien il faut vérifier que lambda a sur b est égal à lambda A1 sur B1, ce qui est encore plus simple que pour les deux opérations précédentes. Maintenant que nous avons ces trois opérations sur k parenthèse x, nous pouvons faire un certain nombre de remarques. Première remarque, qui d'ailleurs aurait pu être faite dès le début. Si nous prenons un polynôme p dans k crochet x, il se trouve que p fois 1 est égal à p. Alors cela, finalement, c'est intéressant, car nous avons envie d'en déduire que p est égal à p sur 1.
et nous retrouverions ici le produit en croix. Alors cela dit, je mets ce donc entre guillemets, nous ne devrions pas avoir le droit d'écrire cela, car ici nous avons un élément dans un ensemble, K parenthèse X, et ici nous avons un élément dans un autre ensemble, K crochet X, des ensembles qui a priori n'ont rien à voir. Mais nous allons quand même considérer qu'ici nous avons une égalité, et donc une identification. Et donc d'une certaine manière, nous pouvons considérer que les polynômes sont des fractions rationnelles, et donc que K crochet X fait partie de K parenthèse X. Il est inclus dedans. Cette identification et cette inclusion, à nouveau, c'est la même chose que lorsque l'on dit que Z est inclus dans Q. Les entiers font partie des rationnels. C'est la même chose. Ensuite, faisons des remarques plus spécifiquement sur la loi plus. Déjà, il est très simple de vérifier qu'elle est bien commutative. Donc ça, c'est la loi plus est commutative. Je vous laisse le soin de le vérifier, mais pour définir cette loi plus, nous avons utilisé le produit et la somme des polynômes qui sont commutatives, et donc cela implique sans difficulté que plus est commutative. Et également d'ailleurs, on peut vérifier qu'elle est associative, ce qui est nettement plus pénible à vérifier, comme toujours avec l'associativité. Mais là encore, comme cette opération se base sur la somme et le produit de polynômes qui sont de loi associative, eh bien cette loi plus est encore associative. Ensuite, si je note 0, la fraction rationnelle 0 sur 1, il se trouve qu'elle est aussi égale, grâce à la toute première remarque en haut de cette page, au polynôme nul. Et si nous effectuons pour tout a et b avec b non nul la somme 0 plus a sur b, eh bien donc cela est égal à 0 sur 1 plus a sur b. Donc c'est 0 fois b plus 1 fois a, le tout sur 1 fois b, c'est encore a sur b. Et comme la loi est commutative, eh bien cela c'est aussi a sur b plus 0, ce qui permet de dire que 0 est le neutre pour la loi plus. Bien sûr, une fois qu'on en est là, vous voyez où je veux en venir. Pour tout AB, nous avons aussi A sur B plus moins A sur B, qui, après un calcul simple, est égal à 0, ce qui permet d'écrire que l'inverse pour la loi plus de A sur B, eh bien, c'est la fraction rationnelle moins A sur B. Avec ces 3 points, nous pouvons bien affirmer que K parenthèse X avec la loi plus est un groupe abélien. Nous pouvons démontrer le même genre de propriété avec la loi multipliée. Elle est associative et commutative, je vous laisse le soin de le démontrer, mais à nouveau, ça n'est pas compliqué, c'est même un peu plus simple qu'avec la somme. 1, le polynôme 1, mais que nous pouvons voir comme la fraction rationnelle 1 sur 1, eh bien, cette fraction rationnelle est le neutre de la loi multipliée. Facile à vérifier là encore. Et enfin, à chaque fois que nous prenons une fraction rationnelle, si elle n'est pas nulle, alors elle est inversible. Si cette fraction R, nous la notons A sur B, eh bien R-1, c'est B sur A. Alors R-1, finalement, nous utiliserons assez peu cette notation. En général, B sur A, et donc R-1, nous la noterons 1 sur R. Elle est bien définie, car ici, aussi bien A que B ne sont pas nuls. Donc ici, la fraction rationnelle B sur A existe bien. Ensuite, le produit est distributif par rapport à l'addition, et donc pour finir, grâce à tous ces points, K parenthèse X avec la loi plus et la loi multipliée est un corps. Et puis enfin, je le mets en gris car c'est pour l'instant hors programme, mais plus pour très longtemps, K parenthèse X avec la loi plus et la loi point est un K espace vectoriel, nous y reviendrons très prochainement. Passons maintenant aux fonctions rationnelles. L'idée est la suivante, de même que lorsque nous avons un polynôme, nous pouvons définir sa fonction polynomiale associée, eh bien nous allons faire la même chose avec les fractions rationnelles. Tout d'abord, une définition. Lorsque grand R est une fraction rationnelle, nous devons absolument pour la suite l'écrire sous une forme irréductible A sur B. Les racines du numérateur grand A vont alors être appelées des racines de la fraction rationnelle R. Quant aux racines du dénominateur B, ils sont quant à eux appelés les pôles de R. Donc on fait une distinction entre les racines du numérateur et les racines du dénominateur.
Les racines de grand R, cela correspondra au point d'annulation de la fonction rationnelle que nous allons définir tout de suite. Quant aux pôles, ce sont les points où le dénominateur s'annule, et donc, comme vous vous en doutez, c'est là que la fonction rationnelle ne va pas être définie. Le point important est que les racines et les pôles de R ne dépendent pas de la forme irréductible choisie. Si nous notons grand E l'ensemble des pôles de grand R, on appellera alors fonction rationnelle associée à grand R l'application R tilde qui est définie sur K privé de E et qui à X associe A tilde de X sur B tilde de X, où bien sûr A tilde et B tilde sont les fonctions polynomiales associées à grand A et grand B. Donc nous avons tout fait ici pour que B tilde de X ne s'annule pas puisque nous avons exclu grand E de l'ensemble de définition. Ici, il est très important, comme je l'ai dit, de prendre une forme irréductible de grand R. En effet, si nous prenons R égale C sur D, nous choisissons en représentant C sur D de grand R, mais C sur D n'est pas irréductible. Alors à nouveau, nous pouvons écrire C comme C chapeau fois le PGCD de C et de D, et D est égal à D chapeau fois le PGCD de C et de D. Donc R est aussi bien représenté par C sur D que par C chapeau sur D chapeau. Maintenant, il est tout à fait possible qu'un certain lambda appartenant à K soit racine de D, mais pas de D chapeau. En particulier, cela est possible si lambda est une racine du PGCD de C et de D, mais pas de D chapeau. Alors, R tilde de lambda est bien défini, puisque R tilde de lambda, c'est C chapeau de lambda sur D chapeau de lambda, et ici, D chapeau de lambda n'est pas nul. Donc il n'y a pas de problème pour définir R chapeau. Et d'ailleurs, lambda n'est pas un pôle de R, puisque, en prenant une forme irréductible C chapeau sur D chapeau, eh bien lambda n'est pas un pôle du dénominateur. Mais pourtant, si vous calculez C de lambda sur D de lambda, eh bien cela n'est pas défini. Cela n'est pas défini puisque ici le dénominateur s'annule. Donc il y a un problème. Donc si vous voulez vraiment déterminer les pôles de lambda de grand R et déterminer la fonction rationnelle de grand R, il faut partir d'une forme irréductible. Si vous ne partez pas d'une forme irréductible, vous rajoutez de manière complètement artificielle des points d'annulation du dénominateur. Donc ce sont des points où vous ne pouvez pas définir la fonction rationnelle, alors qu'en simplifiant l'écriture C sur D pour arriver à une écriture irréductible, eh bien vous supprimez ces racines du dénominateur qui n'en sont en fait pas. Alors regardez l'exemple suivant. Si nous prenons tout simplement la fraction rationnelle égale à 1, alors vous allez me dire que bien sûr R tilde est défini de K dans K, il n'y a aucun problème. Et pourtant, R est égal à X sur X. Où est définie la fonction X sur X? Eh bien cette fois-ci, elle n'est définie que sur... alors si je prends la fonction X tilde sur X tilde, elle n'est définie que sur K privé de 0 à valeur dans K. Et puis de même, R est égal à X fois X moins 1 fois X moins 2 sur X fois X moins 1 fois X moins 2. Où est définie la fonction associée ici? Eh bien elle n'est définie que sur K privé de 0, 1 et 2 à valeur dans K. Donc je peux tout à fait m'amuser à multiplier le numérateur et le dénominateur par des polynômes de la forme x moins lambda et rajouter ainsi un tas de points où la fonction rationnelle associée n'est pas définie. Cela n'a pas de sens, cela complique les choses pour rien, donc nous ne ferons évidemment jamais ça, ce qui signifie que ici, la fraction rationnelle R, pour lui associer une fonction rationnelle, eh bien nous n'utiliserons jamais des écritures qui ne sont pas irréductibles. Nous utiliserons toujours une écriture irréductible qui permet de définir la fonction rationnelle associée sur le plus grand ensemble possible. Terminons en énonçant un résultat qui prolonge un résultat déjà connu sur les polynômes. Il s'agit de l'injectivité de la fonction qui, à une fraction rationnelle, associe sa fonction rationnelle. Plus exactement, plus précisément, si R1 et R2 sont deux fractions rationnelles, alors R1 est égal à R2, si et seulement si R1 tilde est égal à R2 tilde. Pour démontrer ce résultat, le sens direct est évidemment immédiat. Si R1 est égal à R2, bien sûr, R1 tilde est égal à R2 tilde. Il nous reste à démontrer l'autre sens. Nous allons écrire R1 sous la forme A sur B et R2 sous la forme C sur D,
avec ici des écritures irréductibles. Donc nous avons déjà insisté sur l'importance ici de l'irréductibilité des écritures. Puis, par équivalence, R1 est égal à R2, cela est équivalent par définition à A sur A fois D égale B fois C. Pour la démonstration, le sens direct est immédiat. Évidemment, si R1 est égal à R2, R1 tilde est égal à R2 tilde. Pour le sens indirect, écrivons R1 et R2 sous forme irréductible, en écrivant que R1 est égal à un quotient A sur B et R2 est égal à C sur D. Supposons maintenant que R1 tilde est égal à R2 tilde. Donc comme ces fonctions sont égales, elles ont le même ensemble de définitions. Notons alors E, l'ensemble des pôles de B et de D, qui sont communs puisque R1 tilde étant égal à R2 tilde, donc ils ont le même ensemble de définitions. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que pour tout x appartenant à K privé de E, nous avons R1 tilde de x égale à R2 tilde de x. Donc si nous revenons à la définition, eh bien A tilde de x divisé par B tilde de x est égal à C tilde de x divisé par D tilde de x. En effectuant le produit en croix, nous obtenons que le polynôme AD évalué en x est égal au polynôme BC évalué en x. Donc ici j'ai effectué le produit en croix, et puis j'ai utilisé aussi un résultat déjà montré sur les polynômes. La fonction A tilde fois la fonction D tilde est égale à AD tilde. Or, nous savons que E, c'est l'ensemble des racines d'un polynôme, donc c'est un ensemble fini. E est un ensemble fini puisqu'un polynôme ne peut pas avoir strictement plus de racines que son degré. Or, K qui est égal à R ou C est un ensemble infini, donc si nous prenons K privé de E, c'est un ensemble infini. Ce qui nous permet de dire que les polynômes AD et BC coïncident sur un ensemble infini, donc ils coïncident en une infinité de points. Nous savons que deux polynômes qui coïncident en une infinité de points sont égaux. AD égale BC, et ceci, par définition, c'est dire que R1 est égal à R2. Voilà, donc nous avons terminé cette première vidéo sur les fractions rationnelles.